C'est qui Maria Montessori? Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la pédagogie Montessori. Avec Ludivine Ami, fondatrice et directrice de l'école Montessori Happy Kids à Genève, nous avons eu envie de créer cette série parce qu'on entend énormément parler de Montessori sans toujours savoir ce que ça signifie vraiment. En effet, sur les réseaux sociaux, la pédagogie Montessori est pointée du doigt à tort et à travers et elle est souvent associée à du laxisme, à l'idée d'enfant roi, sans cadre, sans limite. Et c'est franchement dommage. L'objectif de cette série est donc simple. Déconstruire, comprendre, nuancer et redonner du sens. Déconstruire les idées reçues, comprendre ce qu'est réellement la pédagogie Montessori, d'où elle vient et ce qu'elle propose, nuancer ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on croit savoir, et enfin, redonner du sens aux discussions autour de l'éducation. Car vous verrez que la pédagogie Montessori, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas l'absence de cadre. Bien au contraire, c'est une façon de poser des limites claires, avec respect, cohérence et bienveillance, que ce soit pour l'enfant, mais aussi pour l'adulte. Dans cette série, nous parlerons entre autres du développement de l'enfant, de son esprit absorbant, des périodes sensibles, de l'application de la pédagogie Montessori à l'école comme à la maison, de ce que ça demande et bien entendu des bénéfices que cela peut apporter. Notre souhait, c'est qu'à la fin de cette série, vous puissiez vous faire votre propre idée loin des clichés et peut-être réaliser que lorsqu'on comprend réellement la pédagogie Montessori, en réalité, il n'y a aucune raison de s'en moquer ou de la rejeter. Et si vous avez un enfant âgé de 3 à 6 ans, que vous habitez le canton de Genève et que la pédagogie Montessori vous parle, ou même si vous hésitez encore, vous pouvez aller visiter l'école Montessori Happy Kids. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de contacter Ludivine Ami, que vous entendrez tout au long de cette série, via le formulaire de contact qui se trouve sur le site de l'école à l'adresse www.montessorihappykids.com ou par email à l'adresse info@montessorihappykids.ch. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai un seul conseil pour vous, allez-y aussi, parce que rien ne vaut une visite pour se faire sa propre idée. Après tout, quoi de mieux que de constater par soi-même? Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parenthood. Bonjour Ludivine. Bonjour Anna. Est-ce qu'avant de commencer à rentrer un peu dans les détails sur tous ces sujets passionnants qu'on va aborder ensemble autour de la pédagogie Montessori, est-ce que tu pourrais rapidement te représenter et nous dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Ludivine Ami. Je suis la fondatrice et directrice de l'école Montessori Happy Kids, située à Lancy, donc sur le canton de Genève. C'est une école que j'ai créée il y a 3 ans maintenant et qui accueille des enfants entre 3 et 6 ans dans une ambiance bilingue, français-anglais, et avec la pédagogie Montessori, donc au quotidien. On propose aussi de la Forest School et on accueille aussi des enfants le mercredi pour des ateliers en anglais, le Wednesday Club. Super chouette. Et l'école est fantastique, elle est vraiment située dans un endroit magnifique. Elle est entourée de verdure, elle est super lumineuse, vraiment agréable. Ça me fait plaisir de revenir à l'école, tu vois. Tant mieux. Si les enfants et les parents sont contents, c'est parfait. Aujourd'hui, on va surtout aborder, tu vas nous présenter la pédagogie Montessori en soi, mais avant, tu vas aussi nous parler de Maria Montessori, pour raconter un petit peu son histoire. Est-ce qu'on pourrait aussi rappeler ce que tu aimerais nous transmettre dans le cadre de ces épisodes, de ce hors-série spécial pédagogie Montessori? Oui, tout à fait. Alors, on en a un petit peu discuté, mais ce que j'aimerais transmettre, en fait, c'est essayer de mieux faire connaître la pédagogie Montessori par des petites capsules, pas trop longues, pour que les parents puissent s'approprier cette pédagogie qui est à la fois très connue aujourd'hui et mal connue, j'allais dire. C'est-à-dire que les gens ont tous entendu parler de Montessori, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a derrière. Ils ont quelques grandes idées, mais souvent c'est approximatif et parfois erroné. Et donc j'avais envie d'expliquer de manière assez simple, mais précise, ce que ça veut dire, la pédagogie Montessori, d'où ça vient, quels en sont les grands principes. Pour un petit peu clarifier les choses, éviter de tomber dans des caricatures
qu'on voit souvent voilà, sur les réseaux sociaux par exemple, et aussi pour voilà, remettre les choses dans leur contexte et ne pas verser non plus dans le côté un peu mercantile qu'on peut voir souvent voilà, aujourd'hui. On voit des jeux Montessori dès que c'est un petit peu en bois et coloré, alors que bon, je pense que ça n'a pas grand-chose de Montessori, mais voilà, revenir un peu aux essentiels de manière simple, et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire des petites capsules sur ce sujet-là. Oui, ça serait super important. C'est vrai que pour tout le monde, déjà pour les parents, mais c'est vrai de rappeler un peu ce que c'est. Et puis éviter, comme tu disais, de tomber un peu. Parce que maintenant, c'est Montessori à tort et à travers. Voilà, parents Montessori, jeux Montessori, maison Montessori. Voilà, exactement. Tout est Montessori. Et ne l'est pas forcément au final. Et souvent, ça ne l'est pas du tout. C'est ça. Ok, alors on peut commencer. Est-ce qu'on arrive rapidement à expliquer ce qu'est en 2-3 phrases les grandes lignes de la pédagogie Montessori et présenter Maria Montessori? Oui, bien sûr. Alors, écoutez, la pédagogie Montessori, en quelques mots, c'est une pédagogie qui place l'enfant au centre de l'acte d'éducation, on va dire, qui part du principe que l'enfant, il a tout en lui-même pour se développer. Il est doté de tous les talents, il a en lui une énergie vitale qui va le pousser à se développer et à acquérir des compétences. Et le rôle de l'adulte dans tout ça, c'est de l'accompagner, de l'entourer d'amour et de bienveillance, et puis de lui donner certains outils, un environnement, on va dire, propice à ce qu'il puisse déployer en fait tous ses talents, enfin ses ailes. Et donc l'idée, c'est aussi de prendre conscience de ce qu'on peut lui apporter et puis des choses qu'on peut éviter de faire pour entraver son développement. Parfois on a envie de bien faire, mais finalement ça va à l'encontre du bien-être de l'enfant. Parfois par exemple on a envie de beaucoup l'aider à faire des choses, et puis en fait il est dans une phase où il a besoin de faire par lui-même. Ça, c'était une des grandes leçons de Maria Montessori, c'est voilà, quand ils sont petits, enfin, entre 3 et 6 ans notamment, donc l'âge des enfants qui viennent à l'école, on est vraiment dans la phase où ils ont besoin qu'on les aide à faire par eux-mêmes et pas faire à leur place. Donc c'est quelque chose qui est parfois un peu compliqué à faire à la maison parce qu'on a envie que ça aille vite et tout ça, mais il faut vraiment ne pas intervenir et il faut réfréner un peu des instincts maternels, on va dire, et qui ont envie voilà, d'aider l'enfant, et il faut lui faire confiance et se dire qu'il va y arriver tout seul. Voilà. C'est vrai que toute personne qui a un enfant, à un moment ou un autre, on se rend compte qu'ils ont envie de le faire par eux-mêmes. Et ils sont capables. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, on a juste besoin de leur faire confiance. Et le but ultime de la pédagogie Montessori, c'est d'encourager l'autonomie de l'enfant et de l'aider à devenir la personne qu'il doit devenir, parce que c'est en lui, en fait, dès sa naissance. De lui permettre de devenir ce qu'il doit devenir en lui donnant confiance en lui. Confiance dans les autres aussi, et voilà, pour qu'il devienne un adulte équilibré, ouvert sur les autres et vecteur de paix. Ouais, c'est très important ce que tu viens de dire en dernier. On reviendra, on parlera de tout ça. On va revenir aussi justement sur tous ces principes de la pédagogie Montessori, mais en soi, c'est pas sorcier non plus. C'est pas quelque chose qui demande de revoir tout son environnement, d'investir financièrement. C'est des choses qui sont à portée de tout le monde. Mais oui, tout à fait. C'est parfois plus un changement de regard qu'on porte sur l'enfant et de posture en tant qu'adulte. Voilà, c'est ça la révolution la plus importante à faire souvent pour les parents. C'est pas d'acheter tout le matériel qu'il y a dans les magasins. Ça, c'est pas du tout nécessaire. Mais c'est plus de changer son approche de l'enfant et voilà, de se mettre parfois en retrait, de ne pas être tout le temps sur son dos, de ne pas faire à sa place, mais de le laisser expérimenter. Et pour ça, parfois, ça demande un peu d'adapter son environnement, dans le sens où voilà, il faut lui donner la liberté et mettre à sa portée des choses qu'il puisse faire tout seul. Si dans une maison tout est en hauteur et qu'il a accès à rien, le pauvre enfant, il va rien pouvoir expérimenter. Si quand il est bébé, on l'attache en permanence dans un siège ou dans une chaise haute, voilà, il pourra pas expérimenter son corps, etc. Donc voilà, c'est plus des réflexes à acquérir en se disant, est-ce que je donne à mon enfant les opportunités d'exercer les talents qu'il a en lui et qui vont lui permettre de grandir et d'acquérir presque par lui-même en fait tout ce dont il a besoin pour se développer.
Écoute, c'est une super bonne nouvelle pour les parents. Ouais. Pas besoin non plus de tout revoir à la maison, d'investir des sommes colossales, mais voilà, essayer juste de revoir un petit peu effectivement sa posture, comme tu dis. Mais bon, on reviendra là-dessus plus tard. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu de Maria Montessori et nous dire qui elle était et comment est-ce qu'elle a mis au point en fait cette pédagogie Montessori? Bien sûr. Alors Maria Montessori, en fait, c'est une femme italienne qui est née en 1870 dans une ville qui s'appelle Chiaravalle, à côté d'Ancône. Donc c'est une jeune fille, quand elle est née, qui est née dans l'Italie de la fin du 19e siècle. Donc une Italie quand même encore assez traditionnaliste, où la femme a une place très spécifique dans la société, où les rôles sont très répartis entre les hommes et les femmes. Mais elle a la chance de naître dans une famille. Donc son père, Alessandro, est un ingénieur assez rigoriste, on va dire, et classique, on va dire, dans son approche. Mais elle a une maman qui s'appelle Renilde, qui est une femme qui est autodidacte et très cultivée, et qui est assez ambitieuse pour sa fille, qui va toujours la soutenir dans tous les choix qu'elle va faire. Bon, il s'avère que Maria, elle a d'elle-même une personnalité assez affirmée, mais ce qui est chouette, c'est que sa maman va la soutenir, elles ont une relation très proche toutes les deux, elle va lui faire toujours confiance et elle va la porter, la soutenir dans tous les choix qu'elle va faire, et donc notamment ses choix universitaires, parce que Maria décide de devenir médecin, et c'est un choix qui va pas de soi à cette époque-là, parce que je crois très rare. Oui, c'était très très rare. Je crois que en fonction des sources, on dit que Maria Montessori était la 3e ou 5e femme médecin en Italie. Ah, dans toute l'Italie. Oui. Non, mais à l'époque, on pouvait pas être médecin, parce que quand on est médecin, ça veut dire qu'on fait des autopsies, on touche le corps humain, et à l'époque, c'était impensable pour une femme de pratiquer ce genre de choses. Donc elle va se battre pour devenir médecin, parce qu'elle va être refusée une première fois de l'université. On va lui dire que non, qu'elle n'a pas fait les bonnes matières au lycée, donc elle va devoir repasser d'autres matières. Elle va vraiment s'accrocher. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On lui dit pas clairement parce que tu es une femme, mais en gros on essaye un peu Au début, non. Okay. Et puis en fait, après, ils sont obligés d'accepter qu'elle a toutes les compétences, qu'elle a toutes les capacités pour le devenir, et elle va finir par devenir médecin. Elle fait des études brillantes, et puis rapidement elle va s'orienter vers une spécialité qui est la psychiatrie. En fait, dans ses études de médecine, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et donc dans son parcours universitaire et de médecine, elle va rencontrer un homme qui va être important pour elle, qui s'appelle Giuseppe Montesano, qui est un peu plus âgé qu'elle, mais et qui va devenir je ne sais pas si on appelle ça son amant, mais avec qui elle va avoir une relation amoureuse, et puis avec qui elle va avoir un fils. Okay. Donc ça, c'est aussi très important, et c'est avec lui qu'elle va aussi au début s'intéresser aux enfants qu'on appelait à l'époque déficients, donc qui avaient des déficiences mentales. À l'époque, ces enfants-là, on ne s'en occupait pas vraiment. On pensait que c'était un mauvais sort du ciel. Que c'était des enfants qui étaient nés comme ça et puis pour qui on ne pouvait pas faire grand-chose. Donc on les mettait dans des asiles pour fous. Et il y avait une sorte de département pour les enfants. Mais on les laissait errer dans des pièces. Et elle s'est intéressée à ces enfants, elle s'est rendue compte que si on les nourrissait, si on leur donnait des choses à faire, si on leur donnait du matériel adapté, on pouvait les stimuler et puis obtenir des résultats incroyables en termes de développement intellectuel, social, sensoriel, etc. Donc c'est avec ces enfants-là en fait qu'elle a commencé à construire les premières briques de la pédagogie Montessori. Elle a testé du matériel avec eux. Et donc c'est notamment toute la partie du matériel sensoriel qu'on a aujourd'hui encore dans toutes les classes Montessori du monde entier. On a beaucoup de matériel sensoriel qui repose sur les 5 sens, et c'est avec ces enfants-là qu'elle les a testés pour un peu les réveiller, les éveiller aussi. C'est-à-dire que c'était des enfants, la partie intellectuelle était endommagée, on va dire, mais les sens étaient complètement endormis, et donc elle les a réveillés en leur donnant des choses à manipuler, à sentir avec le nez, avec la bouche, avec les oreilles aussi. Et donc aujourd'hui encore,
Dans les écoles Montessori, on a du matériel sensoriel pour développer le toucher, pour développer l'odorat, le goût, l'ouïe. Voilà, parce qu'on apprend avec tous nos sens. Et ça a été depuis validé par les sciences. On sait que voilà, on n'apprend pas juste avec les yeux, même si c'est un canal très important dans les apprentissages, mais on apprend avec nos 5 sens. Et donc ça, elle l'a vraiment testé et validé avec ses enfants déficients. Et puis petit à petit, elle a vraiment développé sa pédagogie. Elle s'est inspirée aussi de pédagogues de l'époque, comme Jean Itard ou Seguin, qui étaient des pédagogues qui avaient développé aussi du matériel qu'elle a repris puis qu'elle a perfectionné. Donc elle s'est nourrie aussi des choses qui existaient. Elle n'est pas partie de zéro. Je pense que c'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent, assez humble et qui a essayé de s'inspirer des choses qui existaient aussi à l'époque pour rajouter. Et elle était en relation avec beaucoup de gens à l'époque. Elle a fait partie de cercles de pédagogues. C'était quelqu'un d'ouvert qui n'a pas fait sa pédagogie dans son coin, mais qui était vraiment inscrite dans son temps et qui a essayé de prendre le meilleur de ce qui existait et puis pour l'enrichir. Ok. Et donc tout ça, à ce moment-là, elle le fait en Italie. Oui. En collaboration avec ce docteur Montesano. Oui, exactement. Okay. Ouais, elle crée notamment la Ligue nationale pour la protection des enfants déficients. Ah oui. Donc déjà, c'était leur donner une existence, les reconnaître en tant que tels et se dire mais c'est des enfants qui, comme les autres, méritent qu'on s'intéresse à eux, qu'on les nourrisse. Et puis avec ces enfants-là, elle va avoir des résultats incroyables. Elle va réussir à leur faire passer des tests nationaux. Elle va leur apprendre à lire, à écrire. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle va attirer un peu les regards de la sphère scientifique italienne, qu'elle va gagner ses premiers galons de vraies chercheuses, de vrais médecins, quoi. Elle a pas juste fait de la recherche théorique, elle l'a tout de suite appliquée. Et ce qui est important dans Maria Montessori, c'est son regard médical, scientifique. Elle a toujours eu une approche très scientifique de l'évolution de l'enfant. Et elle s'est vraiment basée sur une observation très précise de l'enfant. Et l'observation, ça reste un mot-clé pour nous, montessoriens, parce que quand on aide un enfant à grandir, il faut surtout l'observer en fait. Ouais. Parce que chaque enfant est différent et puis parce que il faut arriver à comprendre où il en est dans son développement. Et c'est juste par l'observation précise et minutieuse qu'on arrive à le faire. Donc ça, c'est un mot-clé aussi, l'observation. Et c'est une qualité que les parents aussi doivent développer. Un enfant, il faut l'observer, il faut se mettre en retrait, essayer de voir pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Est-ce que c'est... est-ce qu'il a un problème personnel à ce moment-là? Quel est l'obstacle qu'il a rencontré? Est-ce que c'est l'environnement autour de lui qui a créé sa réaction? L'observation, c'est vraiment un mot-clé et qui permet vraiment de débloquer beaucoup de situations. Et quand on n'observe pas un enfant, quand on plaque des idées conçues sur lui, c'est là qu'on l'entrave un petit peu, parce qu'on ne part pas de ses besoins à lui, et donc on va appliquer des recettes qui ne vont pas du tout aller avec ce dont il a besoin à un moment T, quoi. Oui, et puis c'est là que l'incompréhension arrive, parce que du coup on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, et donc exactement. On rajoute une nouvelle couche. Ça paraît évident l'observation, mais ça ne l'est pas forcément. Non, et c'est un art qui est très compliqué. Il faut arriver à se dépouiller un peu de toutes les idées un peu préconçues qu'on peut avoir. Et puis il faut apprendre à aussi connaître les enfants dans ce qu'ils ont d'universel. On pourra en parler aussi dans d'autres épisodes. Mais Maria Montessori, elle a justement, par son regard scientifique, elle a réussi à découvrir que les enfants passent par des phases qui sont un peu toutes les mêmes pour tous les enfants. Et une fois qu'on les connaît et qu'on voit que son enfant il est dans telle phase de son développement, ça explique tellement de choses. Ouais, et donc on est beaucoup plus à même de comprendre pourquoi il réagit de telle façon, et on est plus tolérant, on va dire. Et on peut distinguer ce qui du ressort de son développement normal de ce qui ne l'est pas, quoi. Alors que quand on les connaît pas, ces phases de développement, on comprend pas ce qui se passe en fait. On se dit mais c'est pas normal qu'il soit comme ça, pourquoi il réagit comme ça, on est inquiet, on va commencer à crier, alors que donc ce serait intéressant d'en parler. C'est notamment ce qu'on appelle les périodes sensibles du développement de l'enfant, et c'est important que les parents les connaissent. C'est la base. C'est vrai qu'on devrait tous ça devrait faire partie du kit du parent. Ouais, clairement, parce que ça change la vie. Et du coup, si on revient sur Maria Montessori, alors à ce moment-là, tu disais qu'elle commence à se faire connaître, elle est de plus en plus crédible.
Et du coup, un jour, elle est contactée par une personne qui s'occupe d'un quartier à Rome, qui s'appelle le quartier de San Lorenzo. C'est un homme qui s'occupe du développement, on va dire, immobilier ou urbanistique de ce quartier. Et il a tellement entendu de bien de Maria qu'il lui propose d'ouvrir une école au sein de ce quartier. Une école pour des enfants défavorisés, alors qui ne sont pas du tout déficients, mais ils sont juste défavorisés, ils viennent de familles pauvres. Et à cette époque-là, ils n'allaient pas à l'école. Ces enfants, ils traînaient dans les rues, ils allaient aider les parents un peu au travail. L'idée, c'était justement d'occuper ces enfants qui traînaient dans la rue. Et elle accepte le défi. Donc en 1907, elle crée la première école qu'elle appelle la Maison des enfants, Casa dei Bambini, dans le quartier de San Lorenzo, pour des enfants défavorisés. Donc avec souvent des parents qui étaient illettrés, qui étaient ouvriers ou paysans, enfin voilà, qui travaillaient dans les champs. Elle les accueille, elle prend une pièce au rez-de-chaussée d'un immeuble. Elle ouvre cette classe et ce qui est rigolo, c'est qu'elle prend comme aide, comme deuxième maîtresse, la gardienne de l'immeuble. Qui n'a pas forcément une formation. Non, qui n'a aucune formation, mais elle le fait exprès. Elle veut quelqu'un qui justement soit dénué de tout préjugé sur les enfants, qui n'ait pas appris une autre technique, une autre pédagogie. Elle veut quelqu'un qui soit neutre, qui n'ait pas encore appris à lire, à écrire à d'autres enfants avec des méthodes de l'époque. Elle veut quelqu'un, donc c'est une jeune femme, elle est jeune, et c'est avec elle qu'elle va ouvrir cette première classe. Et donc, dans les choses qu'elle va apporter dans cette classe, elle va notamment, une des premières choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer du mobilier exprès à la taille des enfants. Tout va être à taille d'enfant et adapté aux enfants, que ce soit les tables, les chaises, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça doit être une sacrée révolution. Oui, rien que ça. Je me demande comment les gens devaient l'accueillir dans le quartier. Non, mais ça a été une révolution. Et puis très rapidement, en fait, elle va obtenir des résultats incroyables avec ces enfants-là. Elle va travailler aussi sur tout ce qui est comportement social. Donc, c'était des enfants qui arrivaient, souvent ils étaient pas lavés, ils étaient pas peignés, ils étaient mal habillés. Elle va leur apprendre le soin de la personne, comment on arrive à l'école, en se brossant les cheveux, en se lavant un petit peu, enfin voilà. Et donc, il va y avoir une métamorphose physique et spirituelle, intellectuelle des enfants, qui fait que les parents vont être complètement subjugués, et puis elle va commencer à avoir même des visites de gens connus, plusieurs personnes, et je sais qu'il y a des hauts dignitaires romains, il y a même la reine d'Italie qui va venir la voir. C'est Marguerite de Savoie, la reine d'Italie. Et il voit que dans la classe, la classe est calme, c'est silencieuse, les enfants sont tous occupés, et ils apprennent plein de choses, à lire, à écrire. Et surtout, ce qui est le plus beau, c'est qu'ils viennent par eux-mêmes, c'est-à-dire que personne ne les force à venir, il n'y a personne qui va les pousser, c'est leur maison, et ils ont une soif d'apprendre qui est juste incroyable. Donc voilà, au bout de quelques années, ça devient un vrai phénomène. Du coup, elle va ouvrir aussi une école après à Milan. Et puis le mouvement se lance, elle va commencer aussi à écrire un peu, elle va former beaucoup de gens à Rome, en Italie, etc. Elle va commencer aussi à formaliser un peu sa pédagogie, parce que jusqu'à présent, elle avait certainement écrit des choses un peu scientifiques pour ses travaux sur les enfants déficients, mais sur cette pédagogie-là, elle ne l'avait pas fait. Donc elle produit un premier livre qui s'appelle Pédagogie scientifique, qui va mettre par écrit toutes ses trouvailles. Elle va profiter de ces années pour encore plus observer les enfants et voir ce qui marche pas. Elle va aussi fonctionner par test-erreur, Elle va faire des essais, elle va voir ce qui marche pas. Et puis elle va tout mettre par écrit. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle déjà de pédagogie Montessori ? Est-ce que le nom Montessori... Je ne sais pas si les écoles s'appellent déjà École Montessori. Non, ça s'appelle la Maison des enfants. Non, c'est pas encore estampillé pédagogie Montessori. Elle commence quand même à être un peu connue, mais je pense pas que ce soit encore qualifié de pédagogie Montessori. Mais ça commence à faire du bruit. Elle commence aussi, à cette époque-là, vu que les gens en parlent d'elle et que ça commence à se savoir ce qu'elle fait, elle est invitée aux États-Unis rapidement, et puis elle va faire des voyages. Elle va être invitée par Bell à l'époque, ou par la fille du président Wilson, des gens qui sont vraiment très haut placés. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi, par exemple, aux États-Unis, la pédagogie Montessori est très développée. Il y a même des écoles publiques Montessori aux États-Unis, c'est pas réservé à du privé. Parce que ça date de cette époque-là, où il y a eu un réel engouement pour Montessori, pour ses trouvailles. Et donc, ça va être un peu le début de son déploiement international.
Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est, je n'ai pas parlé de sa vie privée, mais ça témoigne aussi d'un certain... de la force de caractère qu'avait Maria Montessori. Donc elle a eu un enfant avec Giuseppe Montesano, son collègue avec qui elle avait fait ses travaux sur les enfants déficients. Mais à l'époque, Giuseppe Montesano lui a proposé de se marier. Elle voulait pas se marier parce que si elle se mariait, ça voulait dire qu'elle arrêtait d'être médecin. Parce qu'à l'époque, c'était le statut de la femme. Il ne pouvait pas être deux médecins dans la même famille. Et donc, elle a fait le choix de rester médecin parce qu'elle sentait qu'elle avait cette mission-là à accomplir pour le bien-être des enfants. Et donc, elle a dû cacher son fils pendant de très nombreuses années, je crois jusqu'à l'âge de 13 ans. Et il a vécu chez des nourrices, elle allait le voir et elle se faisait passer pour sa tante. C'est terrible parce que du coup elle ne pouvait pas assumer d'expliquer, enfin de dire que c'était son fils, sachant qu'elle n'était pas mariée. Oui, et ça a été un réel déchirement pour elle, mais ça témoigne aussi de sa force de caractère puisque voilà, elle l'a jamais abandonné, pas du tout, parce qu'elle allait le voir très souvent, dès qu'elle pouvait elle allait le voir. Mais elle a essayé de jongler avec des choses contradictoires, à savoir les codes sociaux, son envie d'avancer au niveau personnel, professionnel, cette espèce de mission qu'elle avait en elle. Et tout ça pour dire qu'après, à l'adolescence, une fois que son statut de médecin était assis et qu'elle savait qu'elle ne risquait plus rien, qu'on ne risquait pas de l'empêcher de travailler, elle a reconnu son enfant, enfin voilà, elle a révélé son existence. Et après, ça a été son plus fidèle, j'allais dire, suiveur, c'est pas un suiveur, mais voilà, quelqu'un qui l'a accompagné dans tous ses voyages. Et il s'appelle Mario, donc c'était Maria et Mario. Et c'est lui qui l'a accompagné donc aux États-Unis aussi. Enfin voilà, j'en revenais à lui parce que c'est Maria et Mario qui sont partis en voyage aux États-Unis et qui ont commencé à répandre les trouvailles de Maria Montessori en matière pédagogique. Ok, donc ça veut dire qu'elle a travaillé en Italie, d'abord avec les enfants déficients, ensuite avec plutôt les enfants de milieux défavorisés, pardon. Et ensuite elle part aux États-Unis, donc pour faire connaître son travail. Oui. Donc là elle part avec son fils qui est déjà plus grand. Donc là, ça veut dire que toutes ces années-là, qui est un jeune adulte. Mais elle part, elle fait des séjours. Elle est toujours basée aux États-Unis. Elle continue aussi à développer, à former beaucoup de gens en Italie. Donc à ouvrir d'autres écoles. Et toujours sur les deux volets, donc enfants déficients et enfants de milieux défavorisés. Après, il y a un moment où elle se concentre sur des écoles pour enfants qui n'ont pas de déficience particulière. D'accord. Voilà. Elle ouvre des écoles pour tous les enfants. Okay. Aux États-Unis aussi. Oui. Okay. Non, elle reste plus centrée sur les enfants déficients, sachant qu'après, la pédagogie Montessori, elle s'applique à tous les enfants, évidemment, et elle est bénéfique à tous les enfants. Mais c'est vrai que, je pense que dans un souhait un peu d'universalisme, elle ouvre ça à tous les enfants. Et les écoles qui s'ouvrent en Italie sont pour des enfants qui n'ont pas de troubles particuliers, en fait. Okay. Ouais. Et puis après, la Deuxième Guerre mondiale, le fascisme arrive en Italie. Mussolini essaye d'un petit peu de récupérer Maria. Au début, elle est assez séduite. Elle se dit qu'elle va pouvoir déployer sa pédagogie à l'échelle nationale en Italie. Donc pour elle, c'est une superbe opportunité. Et puis elle se rend compte que finalement, elle a absolument rien à voir avec la vision de Mussolini. Donc elle se détache de ce qui pouvait être un peu l'emprise mussolinienne. Et puis justement, quand le fascisme commence à se développer, pour fuir le fascisme, elle part en Espagne. Avec Mario, et donc là ils vont aller y vivre plusieurs années, et c'est aussi pour ça qu'en Espagne il y a pas mal d'écoles Montessori, parce qu'elle leur a passé 4 ans en Espagne avec son fils de 1932 à 1936, pour échapper à Mussolini qui voulait un peu l'embrigader dans ses écoles. Elle s'en va pour ne pas y être associée du tout, et puis elle fait différentes villes ou elle reste dans une ville en particulier? Elle est plutôt à Barcelone si je me trompe pas. Okay. Et donc, elle continue à déployer des écoles, à faire des recherches, à toujours observer les enfants. Ensuite, je crois qu'elle revient un tout petit peu en Italie. Et puis surtout, après, elle va s'installer aux Pays-Bas, qui va être en fait après son point d'attache jusqu'à la fin de sa vie.
C'est là d'ailleurs où est créée l'AMI, donc l'association Montessori Internationale, qui est chargée de suivre son héritage. C'est eux qui certifient les écoles à travers le monde et qui continuent à faire en sorte que sa pédagogie soit déployée et appliquée de manière correcte dans le monde et continue à faire des recherches aussi sur la pédagogie. Mais voilà, c'est la préservation de son héritage. Ça veut dire que si, par exemple, en tant que parent, on cherche une école Montessori quelque part, un pays, peu importe, est-ce qu'on renseigne auprès de l'AMI, justement, pour voir si les écoles sont certifiées? Oui, ça peut être une chose, oui, carrément. Ou alors, il faut en tout cas vérifier que les enseignants au sein de l'école ont un diplôme reconnu AMI. Ça, c'est le gage. Le gage de quelque chose de sérieux. Parce que ça veut dire que... Parce qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est devenu un tel business qu'il y a des formations en ligne... Il y a des choses qui tiennent plus ou moins la route et qui sont pas validées, alors que l'AMI, c'est le gage d'un certain sérieux, d'une transmission fidèle à la pensée et aux travaux de Maria Montessori. Et une formation qui est sérieuse, c'est-à-dire qui est longue, qui est complète, qui mélange de la théorie et de la pratique, parce que pour devenir éducateur Montessori, il faut connaître parfaitement le matériel qu'il y a dans les classes, il faut l'avoir beaucoup pratiqué avant de se lancer avec les enfants, pour pouvoir bien le présenter. Donc voilà, tout ça, c'est assuré par les écoles de formation qui sont affiliées à AMI, alors que les formations qu'on peut trouver en ligne le sont beaucoup moins. Voilà, il y a un peu de tout. C'est bon à savoir. Voilà, et puis après, elle va partir en Inde. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un profil extrêmement riche, une vie à rebondissement. Et donc elle part en Inde à la base pour former, pour faire des formations, parce que c'était quelqu'un qui voulait répandre sa pédagogie et essayer de former un maximum de gens. Et puis en fait, elle va être coincée parce que la Deuxième Guerre mondiale éclate. Et donc elle va y rester de 1939 à 1946 avec son fils. Et elle va y rester et elle Ce qui n'était pas prévu du tout. Non, elle devait y aller pour faire une série de conférences et rentrer. Et donc, donc elle va y rester coincée 7 ans. Après, je crois qu'elle revient un peu aux Pays-Bas et puis elle y repartira encore 2 ans. Donc au total, je crois qu'elle reste 9 ans en Inde, ce qui est énorme. Elle se rapproche aussi de tout le mouvement avec Gandhi. Donc ça, c'est aussi une autre facette de la personnalité de Maria Montessori. Et elle a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle « L'éducation et la paix ». C'est que pour elle, un des objectifs majeurs de l'éducation, c'est justement de favoriser la paix. Et tous ces voyages, le fait qu'elle ait parcouru le monde, qu'elle soit allée à la rencontre de peuples différents partout dans le monde, c'était aussi pour ça, c'était pour favoriser la paix dans le monde. Et l'idée, c'est qu'en formant des êtres humains équilibrés, qui se sont bien développés, dont on a permis qu'ils répondent à tous leurs besoins, ça fait des adultes qui sont vecteurs de paix. Et donc, et dans les classes Montessori, on a beaucoup de matériel qui sont vraiment dirigés vers ça. Tout ce qui est dans la culture, on a beaucoup de choses sur la géographie humaine qui permettent aux enfants, dès le plus jeune âge, de voir que dans le monde, il y a des gens différents, qu'on vit de manière différente en fonction des continents, que les climats sont différents. C'est vraiment l'ouverture à l'autre, concrètement, dans le matériel. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a défendu toute sa vie, l'éducation et la paix, le lien entre les deux. C'est tellement précieux. Et pourtant pas si évident partout. Non, et ça va au-delà même de tout ce qui est apprentissage purement académique. Je trouve que c'est un des plus beaux objectifs de l'éducation, de se dire que ce qu'on veut pour les générations futures, c'est que les enfants deviennent des adultes vecteurs de paix. C'est un objectif extrêmement ambitieux et noble, encore plus que de savoir lire et écrire, ce qui est super, mais c'est un cran au-dessus. Donc voilà. Et puis la fin de sa vie, en fait, elle revient en Europe et puis elle va continuer. Elle revient en Italie pas mal, qu'elle avait laissé depuis les temps du fascisme. En fait, elle n'y était pas retournée. Elle va retourner faire des séries de conférences pour essayer de relancer le mouvement Montessori en Italie. Donc là, on est dans les années 50 à peu près, c'est ça ? Oui, exactement. 49-50, parce qu'en fait, Maria Montessori, elle meurt en 1952. Ok. Elle va mourir aux Pays-Bas.
c'est une vieille dame, parce qu'elle est née en 1870. C'est ça. Voilà, Ça fait quand même. Et donc, elle a 80 ans et après une vie bien chargée où elle aura beaucoup voyagé, formé des milliers de personnes à travers le monde. Elle s'éteint aux Pays-Bas. Et ce qui est beau, je trouve, c'est l'épitaphe qui est sur sa tombe. Il est écrit « Je prie les enfants qui me sont si chers et pour qui tout est possible, de s'unir à mon vœu de construire la paix entre les hommes et dans le monde. » Voilà, c'est le message qu'elle a laissé très bon message. Pour les générations futures. Et voilà, ça traduit bien, je pense, que tout ce qu'il a animé pendant toute sa vie, qui est un très beau message. Ouais. Ça fait un beau mot de la fin. Merci pour cette présentation. Merci à toi. C'était vraiment fascinant, super intéressant. Et puis, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler Montessori, mais on ne sait pas forcément qui est derrière. Donc, c'est chouette, je pense, de le savoir et de voir que c'était une femme avec de très fortes convictions, une belle personnalité, une forte personnalité, parce qu'elle s'est battue vraiment tout au long de sa vie. Elle a fait des sacrifices personnels énormes, par exemple avec son fils. Pour se battre pour ses convictions, son idéal de paix et d'éducation. Et voilà, je pense que c'est bien de savoir qui effectivement est à l'origine de cette pédagogie aujourd'hui qui est si connue, mais voilà. Et puis éviter de la déformer et puis de l'utiliser n'importe comment. C'est le minimum des hommages qu'on peut lui rendre. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à toi. Bientôt sur Parenting pour le prochain épisode de cette série consacrée à la pédagogie Montessori.